Bonsoir à tous. Nous allons débuter avec cette assemblée publique portant sur la présentation de deux projets de règlement. Le premier projet de règlement concerne le règlement de zonage afin de modifier les sanctions concernant l'abattage d'arbres et d'ajouter des dispositions relatives à l'exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement au fonds de stationnement ainsi qu'aux contributions à des fins de parcs, de terrains de jeu et d'espaces naturels. Le deuxième règlement qui nous sera présenté concerne cette fois le règlement de zonage afin de modifier certaines dispositions relatives à un logement additionnel ou à un logement intergénérationnel. Donc, je suis accompagné de Mme Marie-Pierre Tremblay, qui est directrice de l'urbanisme et du développement durable à la ville de McMasterville. Alors, sans plus tarder, Mme Tremblay, je vous cède la parole pour la présentation de ces projets de règlement. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Dulac vient de passer le premier point de notre ordre du jour, l'ouverture de l'Assemblée, le mot d'introduction. Pendant l'Assemblée, on va présenter les deux projets de règlement qui sont à l'ordre du jour. On va terminer par une période de questions, puis il y aura un mot de clôture et à la fin de l'Assemblée. Pour chacun des deux projets de règlement qui sont à l'étude ce soir, on va parler du contexte de la démarche, de l'échéancier d'adoption, de la situation actuelle de la réglementation, des objectifs et contenus des projets de règlement, puis du processus référendaire. Donc, M. Dulac a parlé brièvement de l'objet de chacun des projets de règlement. Je vais y revenir plus tard. On va commencer par le projet de règlement 382-34-2024 qui modifie le règlement de zonage. Ce projet de règlement-là vise à autoriser les logements additionnels et intergénérationnels sur l'ensemble du territoire. Depuis le mois d'août 2024, le projet de loi 31 prévoit qu'on ne peut plus interdire les logements additionnels à l'intérieur d'une maison unifamiliale isolée, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Donc, dans les faits, c'est déjà autorisé sur le territoire, mais notre réglementation ne le spécifie pas actuellement. Donc, on vient s'ajuster pour que tout soit concordant ensemble. Puis, dans le fond, on vient aussi par la même occasion autoriser les logements intergénérationnels dans l'ensemble du territoire, puisqu'actuellement, ce n'était pas le cas. C'était autorisé dans la majorité des zones, mais il y a certaines zones où est-ce que ce n'était pas permis. Donc, on vient les autoriser. Au niveau de l'échéancier d'adoption, le premier projet de règlement a été adopté le 7 octobre dernier. Ce soir, on se retrouve ici pour l'Assemblée publique au sujet du projet de règlement. Suite à l'Assemblée, on va analyser les questions et les commentaires qui auront été reçus s'il y a lieu. Par la suite, on prévoit adopter le second projet de règlement le 4 novembre, si tout va bien. Ensuite, il va y avoir le processus d'approbation référendaire. Je vais en parler plus tard. On va terminer par une adoption du règlement sans changement. Ça devrait être le 2 décembre. C'est sûr que c'est des dates projetées, là. C'est pas coulé dans le béton encore. Ensuite, ça devrait aller à la MRC de la Vallée du Richelieu au mois de janvier. Puis ça devrait probablement entrer en vigueur vers la fin de janvier 2025. Donc, les secteurs qui sont visés actuellement pour les propriétés qui ont front sur le chemin du Richelieu dans les zones R29 puis MXT1. Donc, entre la rue de l'Église puis la rue Joffre, c'est pas autorisé d'avoir un logement additionnel ou intergénérationnel. Donc, on vient les autoriser, on souhaite les autoriser dans ces deux zones-là avec ce projet de règlement-là. Ce serait autorisé dans les habitations unifamiliales ou bifamiliales, aux mêmes conditions qui sont déjà prévues pour ce type de logement-là ailleurs sur le territoire. Il y a aussi les zones R15, R18, R21, R23, R24 et R26 qui sont situées dans le secteur le plus récent de McMasterville. Où est-ce que c'est pas autorisé? Donc, on vient les autoriser dans ces zones-là avec le projet de règlement. Ce serait autorisé dans les habitations unifamiliales ou bifamiliales. Dans les faits, dans ces zones-là, il y a juste les unifamiliales qui sont autorisées, donc ce serait autorisé dans une maison unifamiliale isolée. Donc, au niveau du processus d'approbation référendaire, les dispositions qui visent à permettre un logement additionnel ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire selon la loi.
Par contre, les dispositions qui visent à permettre un logement intergénérationnel, elles, sont soumises à l'approbation référendaire. Donc, voilà, c'est les dispositions qui vont être visées par l'approbation référendaire. Les zones concernées dans le secteur central, du côté du Richelieu, c'est les zones MXT1 et R29 qui sont concernées. Au niveau des zones contiguës, il y a les zones P1, P2, P4, MXT1, R1, R16, R29, qui sont des zones contiguës. Il faut comprendre que les dispositions, elles s'appliquent comme si c'était des dispositions distinctes pour chaque zone. Donc, au niveau des zones contiguës, on voit qu'il y a 2 lignes dans le tableau parce que la zone R16 n'est pas contiguë à MXT1 ou la zone P4, à l'inverse, n'est pas contiguë à R29. Là. Donc, au niveau de l'approbation référendaire, ça va avoir un petit impact. Ensuite, au niveau des zones R15, R18, R21, R23, R24 et R26, il y a plusieurs zones qui sont contiguës. Je vais vous les montrer sur le plan. Donc, ça va du boulevard Constable ici le boulevard Laurier. Ça, c'est la zone agricole. Les triplex qui sont le long du boulevard Yvon-Lheureux ne sont pas dans les zones contiguës. Ça va jusqu'à la rue Roger-Levasseur de ce côté-là, puis jusqu'au parc du Ruisseau-Bernard. Au niveau du processus d'approbation référendaire, ça se fait en 3 étapes. La première étape, ça va être, si des gens le souhaitent, de déposer une demande d'approbation référendaire suite à la publication de l'avis à ce sujet-là. Si on reçoit suffisamment de signatures, à ce moment-là, il y aura une période d'enregistrement. Et encore une fois, s'il y a suffisamment de signatures, il y aura la période du référendum. Pour être valide, une demande doit indiquer clairement la disposition qui est visée et la zone d'où elle provient. Elle doit être signée par au moins 12 personnes s'il y a 21 personnes intéressées dans la zone d'où elle provient ou s'il y a moins de gens, au moins par la majorité d'entre elles. Et elle doit être reçue par la Ville au plus tard le 8e jour qui suit la publication de l'avis public qui annonce la possibilité de déposer une demande. Les personnes intéressées qui peuvent déposer une demande d'approbation référendaire, c'est des gens majeurs de citoyenneté canadienne qui ne sont pas frappés d'une incapacité de voter et qui remplissent une des 2 conditions suivantes le jour de l'adoption du second projet de règlement. Donc, ça doit être une personne une personne physique qui est domiciliée dans une zone d'où peut provenir une demande, donc les zones qui étaient illustrées aux diapositives précédentes, et ce, depuis au moins 6 mois, ou être depuis au moins 12 mois propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un établissement d'entreprise au sens de la loi sur la fiscalité municipale et situé dans une zone d'où peut provenir une demande. Il y a certaines conditions supplémentaires là, pour les propriétaires d'immeubles ou pour les entreprises. Je vais vous épargner les détails. Donc, ça nous amène au 2e projet de règlement, le règlement 382-35-2024, qui modifie aussi le règlement de zonage. Le contexte de la démarche de ce projet de règlement-là, c'est, entre autres, au cours des derniers mois, le gouvernement est venu modifier la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour modifier les amendes concernant l'abattage d'arbres. Donc, on vient s'ajuster à ce niveau-là. Également, la Ville souhaite créer un fonds de stationnement qui va pouvoir être utilisé pour créer ou améliorer l'offre en matière de stationnement public, de transport actif ou collectif. Donc, ça pourrait être, par exemple, l'ajout de stationnement pour vélo, l'ajout de bancs le long d'un sentier ou d'un trottoir, ce genre d'éléments-là. Cette démarche-là va permettre à un propriétaire d'immeuble d'être exempté de l'obligation de fournir ou de maintenir une ou des cases de stationnement, moyennant le paiement d'une somme qui va aller au fonds de stationnement. Finalement, le dernier objectif de ce projet de règlement-là, c'est de soumettre certains projets de redéveloppement, entre autres, à la contribution à des fins de parcs, de terrains de jeu et d'espaces naturels. Donc, c'est une démarche qui s'applique déjà en cas de lotissement. Donc, si on prend un grand lot puis qu'on le divise en plusieurs lots plus petits, il y a des frais qui doivent être versés au fonds de parc ou un terrain qui doit être cédé.
Donc, on souhaite établir une démarche similaire pour les projets de redéveloppement sur le territoire ou d'intensification des activités. Au niveau de l'échéancier d'adoption de ce projet de règlement-là, on a aussi adopté le projet de règlement le 7 octobre, comme pour l'autre. Ce soir, on se retrouve donc pour l'Assemblée publique. On va recevoir les questions, les commentaires, on va analyser tout ça. Puis, on devrait adopter le règlement avec des ajustements, si nécessaire, le 4 novembre prochain. Ensuite, ce sera acheminé à la MRC. Ça devrait être étudié par celle-ci, puis ça devrait, si tout va bien, être approuvé à leur séance du mois de janvier 2025 pour une entrée en vigueur vers la fin janvier 2025. Au niveau de l'abattage d'arbres, le règlement de zonage prévoit déjà des amendes. Par contre, comme je l'ai mentionné tantôt, la loi a été modifiée par le gouvernement à ce niveau-là. Il y a des nouvelles amendes plus élevées qui ont été établies dans la loi. Les nouvelles amendes s'appliquent déjà, malgré ce qui est indiqué dans notre réglementation. Par contre, on vient ajuster notre réglementation pour que ce soit identique à la loi, pour éviter des incompréhensions puis faciliter la compréhension pour tous, là, pour éviter d'avoir à consulter plusieurs documents. Au niveau de l'abattage illégal d'arbres, le montant de base reste le même, c'est 500 $. À quoi s'ajoute? Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à 1 hectare, le minimum passe de 100 $ à 500 $ et le maximum passe de 200 $ à 1000 $ par arbre. Au total, on passe de maximum 5 000 à 15 000. Pardon. Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'1 hectare ou plus, le minimum passe de 5 000 à 15 000 et le maximum de 15 000 à 100 000 $ par hectare complet déboisé. Pour chaque fraction d'hectare qu'on ajoute, le montant va être déterminé en fonction de ce que j'ai mentionné précédemment. En cas de récidive, les montants sont doublés. La loi est aussi venue établir des nouvelles règles concernant les abattages d'arbres en contravention à une disposition qui vise à assurer la protection du couvert forestier et l'aménagement durable de la forêt privée. Dans ce cas-là, on n'avait pas de disposition spécifique, là, c'était les normes générales d'amende d'abattage d'arbres qui s'appliquaient sur notre territoire. La nouvelle norme prévoit un montant de base de 500 $ auquel s'ajoute, dans le cas d'un abattage sur une superficie égale ou inférieure à 1000 m², un minimum de 100 et un maximum de 2500 $. Et dans le cas d'un abattage sur une superficie supérieure à 1000 m², un minimum de 5 000 et un maximum de 15 000 hectares par hectare complet déboisé, et proportionnellement pour chaque fraction d'hectare supplémentaire. Les montants vont être doublés en cas de récidive également. Maintenant, au niveau de l'exemption de fournir ou maintenir des cases de stationnement. Il n'y avait pas de disposition dans le règlement à l'heure actuelle à ce sujet-là. Donc, le projet de règlement vient introduire des dispositions relatives à l'exemption de fournir ou de maintenir des cases de stationnement. Ça implique qu'un fonds va être créé qui va pouvoir servir à financer des immobilisations destinées à l'amélioration de l'offre en matière de stationnement public, transport actif ou collectif. Comme je l'ai mentionné tantôt, des stationnements pour vélos, des bancs, etc. Les demandes qui vont être déposées pour avoir une exemption de fournir ou de maintenir des cases de stationnement vont être présentées au comité consultatif d'urbanisme qui va pouvoir faire une recommandation au conseil municipal. C'est le conseil municipal qui pourra refuser ou accepter une demande en fonction des critères qui seront établis dans le règlement. Les demandeurs vont devoir motiver leur demande en tenant compte des caractéristiques du terrain, du milieu environnant et des besoins en matière de stationnement. Les tarifs qui vont s'appliquer ont été prévus au règlement sur la tarification, qui est également en cours de modification à cet effet. Dans le fond, bon, ça je l'ai déjà mentionné. Ça nous amène au dernier sujet de ce projet de règlement-là, les contributions à des fins de parc et de terrains de jeu ou d'espaces naturels. Comme je l'ai mentionné tantôt, le règlement de lotissement contenait déjà des dispositions à ce sujet-là. On vient en introduire dans le règlement de zonage parce que le territoire de McMasterville est déjà beaucoup construit. Donc, ce qu'on voit beaucoup, c'est des projets de reconstruction. Donc, une maison unifamiliale qui se démolit, on va construire plus d'immeubles sur le même terrain sans faire de lotissement.
Ça fait en sorte, quand on augmente beaucoup le nombre de logements, mais c'est des besoins en parc plus élevés, des besoins en espace vert plus élevés. Donc, ça nous permet d'avoir un fonds pour que la municipalité puisse offrir des services à tous ces nouveaux citoyens. Donc, les projets qui vont être visés par cette nouvelle contribution-là, c'est les projets de redéveloppement qui visent un immeuble qui est utilisé à des fins autres que l'habitation et qui fait l'objet d'un changement d'usage à des fins d'habitation, en tout ou en partie. Un projet de redéveloppement qui vise l'ajout d'un logement ou plus sur tout immeuble, qu'il soit utilisé de façon partielle ou principale à des fins d'habitation. Un projet de redéveloppement qui vise la construction d'un bâtiment principal ou d'un projet immobilier de 2 logements et plus sur un site préalablement occupé par un ou des bâtiments résidentiels qui comportaient un nombre inférieur de logements par rapport au projet visé, ou la mise en place d'un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement. Donc, par exemple, un lot qui a été numéroté lors de la rénovation cadastrale, par exemple, et qui n'a pas fait l'objet d'un permis de lotissement. Il y a certains projets qui vont être exclus de la contribution. Les projets où est-ce qu'on voit l'ajout d'un logement additionnel ou intergénérationnel. Il n'y aura pas de contribution de fin de parc dans ce cas-là. La conversion d'une habitation unifamiliale en habitation bifamiliale ou trifamiliale. La conversion d'une habitation bifamiliale en habitation trifamiliale. Et les projets de logement social ou à des fins d'utilité publique. Avant la délivrance d'un permis de construction, les propriétaires d'immeubles assujettis vont devoir, selon le choix du conseil municipal, céder à la ville un terrain ou une servitude qui représente 10 % de la superficie totale du terrain visé. Ils vont devoir verser une somme d'argent équivalente à 10 % de la valeur du terrain visé ou céder une portion de terrain et verser une somme qui équivale au total à 10 % de la valeur du terrain. Pour une demande qui vise le secteur central, le conseil pourrait exiger une superficie plus grande s'il s'agit d'un espace vert en tout ou en partie. Donc, au niveau du processus d'approbation référendaire, les dispositions du projet de règlement 382-35-2024 ne sont pas soumises à l'approbation référendaire. Donc, ça termine ma présentation. On arrive à la période de questions et de commentaires. Si vous avez des questions, je vous invite à vous identifier avec votre nom, avec le nom de votre rue ou le nom de votre district. Et si vous représentez un organisme, à nommer cet organisme-là. Si vous avez des questions, on vous invite à les poser si elles sont en lien avec les projets de règlement qui sont présentés ce soir. Donc, je vous cède la parole s'il y a des questions. Je comprends, Mme Tremblay, qu'il n'y a pas de questions dans la salle ce soir. Alors, ça nous amène à la fin de notre présentation. Je vous remercie beaucoup. Bien, merci à vous, Mme Tremblay. Donc, pour toute question concernant ces règlements, il sera toujours possible de vous adresser à notre service de l'urbanisme. Je vous remercie d'avoir été présent. Bonne soirée.